Bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur Radio J et dans le Grand Journal à l'occasion de la parution aux éditions Bouquin d'un recueil de plusieurs de vos ouvrages. Ce recueil a pour titre La modernité à contre-courant et rassemble 5 livres d'entretien qui ont marqué votre œuvre, ainsi que 2 autres textes. Le thème de l'antisémitisme y est longuement abordé, notamment dans vos échanges avec Benny Lévy, puis un peu plus tard avec le philosophe communiste Alain Badiou. Alain Finkielkraut, dans la préface, vous écrivez que l'âge de la radicalité n'est pas derrière nous, bien au contraire, notamment en matière de haine anti-juive et antisioniste. Quelle a été votre réaction ce matin en découvrant ces vidéos de lynchage hier soir à Amsterdam, juste après un match de foot opposant le Maccabi Tel Aviv et l'Ajax contre des supporters israéliens? Ma réaction a été sans doute la même que la vôtre et que tous les auditeurs de Radio J. J'ai été absolument effaré par cette attaque qui est en fait une espèce de pogrom. C'est le mot qu'a utilisé tout à l'heure le grand rabbin d'Amsterdam. Oui. Et c'est ce que disait, je crois, Yitzhak Herzog, le président d'Israël. C'était un pogrom. Certains ont tenté de le présenter comme une réaction à des provocations de supporters israéliens qui auraient enlevé un drapeau palestinien, chanté des chants qu'on a dit racistes. En fait, c'était une agression mûrement préparée par des gens qui voulaient s'en prendre à des Israéliens en tant que juifs. D'ailleurs, ce qui est très frappant, c'est qu'ils ont procédé comme les terroristes du 7 octobre. Ils ne sont évidemment pas allés aussi loin, mais ils ont eux-mêmes filmé et diffusé en direct ces vidéos. Et diffusé ces vidéos, les vidéos de leurs exploits. Donc ils se vantaient et on entendait Gaza, 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 mais aussi mort aux Juifs. Donc effectivement, l'Europe post-hitlérienne est derrière nous. Par Europe post-hitlérienne, j'entends effectivement un continent européen. Ils ont totalement purgé et libéré de tout antisémitisme par le souvenir de l'extermination. Bernanos a dit cette phrase un peu étrange en 1945. Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Phrase qu'on peut juger scandaleuse, mais qui est assez profonde. Surtout de la part de quelqu'un qui avait écrit une biographie de Drummond, La grand-peur des bien-pensants. Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Mais c'est comme si l'antisémitisme avait, maintenant que cette parenthèse se ferme, retrouvé son honneur du fait d'Israël. Et quand le biais de l'antisionisme, Alexis Lacroix. Quand en 2003, absolument, vous écrivez au nom de l'autre, vous annoncez ce processus que vous décrivez à l'instant avec nous, Alain Finkielkraut. Vous dites, voilà, l'antisémitisme va se recombiner et il s'exprimera toujours au nom de l'autre, au nom du souci de l'autre. Est-ce que vous imaginiez les proportions qu'une vingtaine d'années après, ce phénomène que vous avez annoncé allait prendre? Est-ce que j'imaginais? Je le craignais parce que c'est un antisémitisme devenu inculpabilisable, puisqu'on ne peut pas lui faire honte en pointant Auschwitz et le génocide, puisque précisément c'est une offensive, notamment depuis quelques mois, contre le génocide dont les Israéliens se rendraient coupables, et même parce dont le gouvernement d'Israël ou l'armée, mais tout le peuple d'Israël se rendrait coupable. Peuple génocidaire, effectivement, les Juifs ont été délogés, et ça a commencé en 1967. Mais le mouvement aujourd'hui trouve son apothéose de leur piédestal victimaire. La victime, ce n'est plus eux, la victime, ce sont les Palestiniens, et le malheur est que le 7 octobre n'a même pas modifié ce discours. L'explosion d'antisémitisme a commencé le 8, comme si le 7 octobre avait libéré, avait désinhibé la haine. Et effectivement, c'est une réplique
du 7 octobre, à quoi nous venons d'assister à Amsterdam, comme il y a eu une réplique encore plus sauvage du 7 octobre, il y a quelques mois à Courbevoie, où une fillette qui venait d'avouer qu'elle est ses origines juives a été violée, et l'un de ses agresseurs lui a dit « Tu es juive, tu défends donc le génocide sioniste à Gaza ». Et elle a été violée, comme ce qui s'est produit le 7 octobre. Donc c'est une situation véritablement effrayante, et d'ailleurs, il n'est qu'à penser à l'inquiétude suscitée aujourd'hui par le match qui doit avoir lieu, France-Israël. La semaine prochaine au Stade de France, cette fois. Le ministre de l'Intérieur l'a heureusement maintenu. C'est une autre attitude que celle qui a prévalu en Belgique. À Bruxelles, le match devait avoir lieu, Israël devait avoir lieu le 16 septembre. Il a été délocalisé à Budapest parce que les autorités ne pouvaient pas assurer la sécurité. Comme si Israël n'avait presque plus sa place, ses représentants en Europe ? Oui, non, mais c'est très intéressant parce que Bruxelles, c'est la capitale de l'Union européenne, mais c'est en même temps, aujourd'hui, un territoire perdu de l'Europe. L'Europe en Belgique n'existe plus. Le nouveau peuple fait peur et précisément on obéit en quelque sorte à ses dictats avant même qu'il ait à les formuler. En début d'après-midi, Emmanuel Macron a condamné ces violences à Amsterdam, qui, je cite, rappellent les heures les plus indignes de l'histoire. Cette référence à l'histoire, Alain Finkielkraut, notamment aux années 30, vous paraît utile pour comprendre la situation du moment qui conduit de nombreux citoyens à s'intéresser sur leur avenir et l'avenir de leurs enfants en France notamment? Écoutez, il a raison de dire ça, parce qu'en effet, ça rappelle quelque chose. Amsterdam, c'est aussi la ville d'Anne Frank, donc on est sidéré. Mais d'un autre côté, il faut pas aller trop loin dans l'analogie, car ce n'est pas une nouvelle extrême droite raciste ou maurassienne qui surgirait en Europe. Ce n'est pas le retour des vieux démons. Les démons actuels sont jeunes et piaffent justement d'impatience, puisqu'ils ne s'expriment plus, j'ai déjà eu l'occasion de le dire et de l'écrire, dans la langue du racisme, elle effectivement démonétisée, mais dans la langue immaculée de l'antiracisme. C'est à des racistes, disent-ils, qu'ils s'en prennent dans leur nouveau pogrom. Et il faut le savoir, et Emmanuel Macron s'émeut de ce qui vient de se passer à Amsterdam. Il a raison de le faire. Il a eu tort, cependant, de dire dans un conseil des ministres, je crois... la conférence internationale d'aide au Liban, de qualifier la politique israélienne d'acte de barbarie. Oui, mais surtout, plus grave encore, si j'ose dire, dans l'échelle, c'est Israël a été créé par l'ONU. Donc, au lieu de s'en prendre à l'ONU, Israël devrait s'en souvenir. C'est-à-dire comme si l'existence d'Israël ne tenait qu'à un fil. C'est une existence octroyée qu'Antonio Guterres pourrait lui retirer. Antonio Guterres, dont je rappelle qu'il a dit « Le 7 octobre n'a pas surgi du néant, il est une conséquence extrême de décennies d'occupation, de colonisation, d'oppression et d'humiliation. » Vous vous rendez compte, donc, le 7 octobre s'explique par la politique israélienne. Occupation, vous le savez comme moi, Gaza n'est plus occupée depuis 2005. Les implantations de Gush Katif ont été démantelées, l'armée est partie. Le Hamas avait l'occasion, puisqu'il a pris le pouvoir en 2007, d'assurer une vie décente à sa population. En fait, il a détourné l'argent qu'il recevait, somme très considérable, pour construire des tunnels réservés à ses miliciens et pour accumuler des munitions et des armes. Voilà. Et au lieu, effectivement, de créer un embryon d'État palestinien, s'il l'avait fait, le camp de la paix serait aujourd'hui au pouvoir en Israël. Mais voilà, donc je voudrais que les réactions d'Emmanuel Macron soient plus cohérentes. Alexis Lacroix. Si on élargit la focale de la réflexion à chaud sur l'actualité, vous le savez, depuis plusieurs années, il y a dans l'espace public des théories qui font florès sur l'inéluctabilité, Alain Finkielkraut, d'une forme de guerre civile
à l'échelle de l'Europe, des sociétés européennes. Vous évoquiez la Belgique, avec, disons, ces processus d'islamisation rampante. Est-ce que vous accréditez ces thèses selon lesquelles, un jour ou l'autre, dans certains pays de l'Union européenne, il y aura des processus qu'on peut qualifier de guerre civile? En tout cas, la fracture existe. Et j'ai, dans Pêcheurs de perles, fait une liste des Oui. c'était mieux avant, et je persiste à penser que la lutte des classes, c'était mieux que la fracture française. Et sans parler de guerre civile, je voudrais me référer ici à la préface qu'Elisabeth Badinter a donnée au volume, deuxième grand volume coordonné par Jean de Bensoussan, Une France soumise, une seconde société tente de s'imposer à l'intérieur de notre République, qui tourne le dos à ses principes et qui vise le séparatisme, voire la sécession. C'est Elisabeth Badinter qui l'écrit, ce n'est pas une tête brûlée d'extrême droite. Ou une idéologue de l'identitarisme. Hein, voilà. D'accord. Et il est clair aujourd'hui que il y a pratiquement plus d'élèves juifs en Seine-Saint-Denis. Les parents juifs ont retiré leurs enfants des collèges et des lycées de Seine-Saint-Denis pour les mettre dans l'enseignement privé et quelquefois même dans des collèges ou des lycées catholiques. Ou bien même, ils ont choisi de déménager pour aller dans des communes où la vie est plus paisible. Ce qui a conduit Édouard Philippe, lorsqu'il était Premier ministre, à parler d'Aliyah intérieure. Et les Juifs ne sont pas seuls concernés. Les Juifs ne sont pas seuls concernés. C'est-à-dire, comme le disait Bensoussan dans le livre Les territoires perdus de la République, dès 2003, 2002, hein. Ouais. eh bien, les deux injures les plus répandues dans ces quartiers dits populaires, c'est sale juif et sale français. Donc les juifs et les français sont un peu dans le même panier. Avant, le franco-judaïsme, c'était un idéal partagé, comme disait James Termesteter. La promesse biblique serait réalisée par la France républicaine. Maintenant, le franco-judaïsme, c'est une communauté de destin face à un avenir de plus en plus sombre. Alors, le franco-judaïsme, justement, ou d'une certaine manière, dans un de vos échanges avec Elisabeth de Fontenay, dans le livre En terrain meunier qu'on retrouve dans ce recueil La modernité à contre-courant, Alain Finkielkraut, vous rappelez que vous vous affirmez avec une ferveur identique à la fois français et juif, mais je me suis senti juif avant de me reconnaître comme français, puisque tant des miens étaient morts en tant que juif, je n'avais pas le droit de disparaître comme juif pour mieux me fondre dans la masse face à la déferlante antisémite, en particulier depuis le 7 octobre. Est-ce que cette promesse intime, Alain Finkielkraut, n'a fait que se renforcer en vous? Je n'avais pas vraiment besoin de cela, si vous voulez. Simplement, les choses ont un peu changé depuis que j'ai écrit Le Juif imaginaire, puisqu'à ce moment-là, j'ai essayé de penser une fidélité qui n'en passe pas par le fait, pour moi, de jouer à la victime. Je suis un enfant de survivant. Mon père a passé 3 ans à Auschwitz et j'aimais bien l'idée que je tombais un peu dans une sorte de cabotinage identitaire. J'étais juif avec tout le prestige, justement, de la persécution. Je n'étais pas persécuté, j'ai donc écrit Le Juif imaginaire. Je ne suis toujours pas persécuté, pas exagéré. Simplement, même pour moi, la vie change, car je vis dans un quartier tranquille. Je retournerai dans le 10e arrondissement où j'ai grandi. Les choses seraient moins simples. Dans le 18e, dans le 19e, dans le 20e, parce qu'on me reconnaîtrait. Et même pour les Juifs, les choses sont moins simples. Alors je vois effectivement que ça change. Je dirais simplement que ce qui nous est aujourd'hui reproché, c'est notre attachement à Israël. Voilà. Et donc, on nous traitera plus directement de sales sionistes
que de 7 juifs. Et donc Alain Finkielkraut, pour vous, passer de l'ostentation à la fidélité, c'était votre formule dans le juif imaginaire, votre vœu d'ailleurs à l'époque, passer de l'ostentation à la fidélité, ça veut dire aujourd'hui défendre Israël de la façon la plus inconditionnelle en quelque sorte ? Absolument pas. Ouais. C'est justement pour cela que la situation est difficile. Mais enfin, moi, j'interviens pour dire ce qui me paraît vrai. Je n'ai pas de responsabilité communautaire, je n'en ai jamais eu, et je dois pouvoir à la fois défendre Israël contre les calomnies de Guterres et l'attitude extrêmement partiale de l'Organisation des Nations Unies, contre la violence verbale de la France insoumise, contre les pogroms, et en même temps garder les yeux ouverts sur la politique israélienne. Si vous voulez, on a vécu dans la même journée l'élection de Trump et le limogeage de Yoav Gallant. Le ministre israélien de la Défense. Ministre de la Défense israélien, limogé, remercié, évincé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Ouais. Moi, j'ai été plus affecté, je dois le dire, par le limogeage de Yoav Gallant. Parce que, de quoi est-il coupable ? Il a écrit une lettre qui devait rester secrète, qui a été divulguée à certains ministres, pour s'inquiéter d'une politique sans boussole, pour dire qu'il fallait tout faire pour libérer les otages et qu'on avait besoin d'une stratégie pour le jour d'après. Ça me paraît absolument nécessaire. On s'achemine vers une victoire à Gaza, mais quoi ? Qu'est-ce qui va remplacer le Hamas, maintenant qu'en effet, il est quasiment mis hors d'état de nuire? Malheureusement, le Premier ministre ne dit rien, et ses ministres les plus volubiles et les plus extrémistes, eux, parlent. Ils disent qu'on va réoccuper Gaza, l'armée et des implantations tout le long de la bande de Gaza. Ils disent aussi, ces ministres, ce n'est pas Netanyahou, mais ils disent aussi, ces ministres, qu'il faut annexer la Judée-Samarie et permettre aux Palestiniens qui le veulent d'émigrer. Après tout, le transfert de population est une constante de l'histoire, et les autres auront le statut de résidents. Et certains même pensent qu'il faut réoccuper le sud Liban. Tout cela me paraît délirant. Mais ça, c'est pas les idées de Benjamin Netanyahou. On ne sait pas quelles sont les idées de Benjamin Netanyahou parce qu'il ne le dit pas, car sa volonté, c'est de garder Ben Gvir et Smotrich, pour les nommer, au pouvoir, sa coalition avant tout. Mais Alain Finkielkraut, c'est et pour moi, c'est terrible, c'est extrêmement douloureux. Donc, je défends Israël contre toutes les attaques, mais effectivement, j'interviens aussi. Je défends inconditionnellement Israël, oui, mais quel Israël ? Moi, je défends l'Israël qui manifeste toutes les semaines dans les rues de Tel Aviv ou de Jérusalem. C'est ce que vous Cet faisiez Israël-là déjà est le mien. Il y a 40 ans, lorsque vous écriviez La réprobation d'Israël, on était au début de la première guerre du Liban, on a l'impression que la même logique vous suit aujourd'hui. Mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Parce que je plaidais dans la réprobation d'Israël pour une critique rationnelle d'Israël. C'était l'invasion du Liban. Un intellectuel français que j'avais rencontré, que je connaissais un peu, me dit à ce moment-là, c'est la Wehrmacht qui déferle sur Beyrouth. Voilà comment me parlait cet intellectuel, au demeurant très intelligent, très civil, etc. Donc j'ai été frappé en plein cœur par ce genre de phrase. Mais je voulais garder les yeux ouverts. Et j'ajoute que la situation en Israël s'est aggravée. 82, ou plus tard, je sais plus, non, c'est pas 82. Si, peut-être 82, enfin peu importe. J'ai une confusion de date. En tout cas, Ehud Barak, donc c'était plus tard, nomme Elie Barnavi ambassadeur d'Israël. On est en France. 99, voilà, c'est ça. Au moment, 99-2000. Au moment de Camp David avec Shlomo Ben-Ami. Non, je pense que c'est un peu importe, vérifiez. Il le nomme et oui, peut-être, oui, vous avez raison. Arik Sharon, c'est sa bonne date. Arik Sharon succède à Barak. Eh bien, Ariel Sharon confirme Elie Barnavi dans son poste. C'est-à-dire que ces gens qui étaient Barak, Sharon, qui s'affrontaient
sur des questions essentielles, avec quand même un langage commun. Alain Finkielkraut, cette satellisation de la gauche travailliste, parce que Elie Barnavi en est un porte-étendard historique sur le plan intellectuel, elle vous attriste, elle vous chagrine? Non, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, jamais Netanyahou n'aurait confirmé Elie Barnavi dans son poste. Il aurait fait le ménage. C'est-à-dire que ces deux Israël, qui étaient en état de confrontation permanente, ne se parlent plus. La déchirure d'Israël s'est aggravée encore. C'est vraiment une situation qui me fait terriblement peur et qui me fait effectivement souffrir. Il nous reste 30 secondes, Alain Finkielkraut. Je voudrais votre réaction sur une information qui est tombée il y a quelques minutes à propos du Cup du Paris Saint-Germain. Je sais que vous êtes supporter du club, à l'origine du Tifo Free Palestine, mardi au Parc des Princes. Eh bien, il sera interdit de stade, mais hors des matchs. Comment vous avez vécu cette période-là, alors que le PSG ne souffrira pas de sanctions de l'UEFA, c'est ce qu'on a appris également avant-hier? Alors, l'absence de sanctions me sidère. C'est pas un propos conflictuel, insultant. Enfin, c'est comme la police, des syndicats de police d'Amsterdam qui disent on va pas pour des raisons éthiques intervenir dans les manifestations pro-palestiniennes. Donc vraiment, l'UEFA, le Paris Saint-Germain, club de mon cœur, mais qui quand même, dont le Qatar est propriétaire, le Qatar qui a longtemps financé le Hamas, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Donc c'est quand même absolument sidérant. C'était une affiche qui n'appelait pas à la paix, qui appelait à la disparition d'Israël, une affiche immense, et ça en dit long effectivement sur le climat qui règne dans une partie de la France, et notamment au Paris Saint-Germain ailleurs, parmi les supporters de football. Et en effet, ça me fait d'autant plus peur, si vous voulez, que c'est généralisé, parce que les supporters de football, l'élite intellectuelle s'en moque. Ce sont vraiment des gens considérés comme bas de plafond. Eh ben, il y a une continuité entre les supporters des ultras parisiens et les étudiants de Sciences Po ou de l'école normale supérieure. Ils pensent de la même manière, avec la même brutalité, avec le même simplisme. Merci beaucoup Alain Finkielkraut d'avoir été avec nous pour nous présenter ce recueil de certains de vos livres. La modernité à contre-courant, c'est publié aux éditions Bouquin. Merci beaucoup Alexis. Merci beaucoup Steve. Bon Shabbat shalom à tous. À très bientôt.